Chers élèves, bonjour. Je m'adresse à mes classes de 4e pour l'exercice qui a été mis en ligne pour cette semaine. Nous travaillerons cette semaine sur la troisième déclinaison. Donc je rappelle ce qu'est la troisième déclinaison. Je vais déjà repasser par la notion de génitif. Alors, on a vu avec vous en début d'année que le génitif, comme je l'ai répété, correspondait à ce qu'on appelle, pour moi, on va l'appeler le nom de famille du mot latin. Pourquoi? Parce que grâce au génitif, je sais à quelle déclinaison appartient le nom. Je vous donne un exemple. Les mots avec un génitif singulier en ae, comme vous le savez, appartiennent à la première déclinaison. Les mots avec un génitif en i appartiennent à la deuxième déclinaison. Et les mots avec un génitif singulier en is correspondent à la troisième déclinaison. Au sujet de la troisième déclinaison, il a été vu qu'il y avait un point particulier qui créait une certaine particularité, une spécificité. C'est que pour la troisième déclinaison, il y a deux familles. La première qui est celle des parisyllabiques et la deuxième, celle des imparisyllabiques. Pour ceux qui ont eu du mal à retenir cette notion, je rappelle ce que sont les parisyllabiques. Les parisyllabiques, ce sont les mots qui ont le même nombre de syllabes au nominatif singulier. Je prends l'exemple d'ici, vous avez kiwis au nominatif singulier et qui ont le même nombre au génitif singulier. Vous voyez donc kiwis ici, donc deux syllabes, kiwis, deux syllabes. Donc on est sur un parisyllabique. Il a le même nombre de syllabes. J'ai peut-être oublié de le dire dès le début. La troisième déclinaison a en son sein des mots qui sont en général masculins, en grande partie, vous avez des mots masculins et aussi féminins, et une petite catégorie de neutres que nous verrons plus tard. Les imparisyllabiques, quant à eux, ont aussi le même nom de famille, à savoir le génitif singulier en is, mais à la grande différence, c'est qu'ils n'ont pas le même nombre de syllabes au nominatif singulier et au génitif singulier. Je prends l'exemple du mot consul. Je dis au nominatif singulier consul, deux syllabes, tandis qu'au génitif singulier, nous avons consulis. Nous avons trois syllabes. Vous voyez donc que le nombre de syllabes a augmenté, donc nous ne sommes pas sur le même nombre de syllabes, nous avons donc un imparisyllabique. Je répète donc, parisyllabique, j'ai le même nombre de syllabes au nominatif singulier et au génitif singulier. Imparisyllabique, je n'ai pas le même nombre au nominatif singulier et au génitif singulier. J'ai pris l'exemple kiwis, deux fois deux syllabes. Je suis dans un parisyllabique. En revanche, consul, nominatif singulier, consulis, génitif singulier, pas le même nombre de syllabes, eh bien, c'est un imparisyllabique. L'exercice qui vous est donc proposé ici, eh bien, on vous demande déjà quelle est la particularité des noms de la troisième déclinaison. Je pense avoir donné la réponse dans cette vidéo. Comment trouve-t-on le radical de la troisième déclinaison? Je pense qu'en écoutant cette vidéo, vous trouverez aussi la réponse et elle est répétée plusieurs fois. Il vous est demandé donc en troisième question de décliner le mot rex regis. Tiens donc, rex regis, pari ou imparisyllabique? Je pense que vous avez déjà trouvé la réponse. L'exercice 4, on vous demande de dire à quel cas et nombre les noms suivants les noms suivants se retrouvent, d'accord? Donc, vous avez omnibus, ducem, labore, laudis, greges, montibus, terrori et libertatem. On vous demande donc le cas et le nombre. Vous vous servirez du tableau qui vous a été donné, d'accord, des cas, et vous faites correspondre les possibilités, d'accord? Donc, omnibus, j'ai omnibus, à quel cas il est et à quel nombre? Est-ce qu'il est au nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif, singulier ou pluriel? Et ensuite, je donne le nominatif singulier d'omnibus, d'accord? Je trouve le nominatif singulier d'omnibus. Vous ferez la même chose pour ducem, et ainsi de suite jusqu'à libertatem. L'exercice 5, on vous demande de chercher le cas et le nombre des mots soulignés, puis de les traduire. Alors, vous allez faire le chemin inverse cette fois-ci. Vous avez la phrase en français. Vous regardez la statue du roi. Du roi,
eh bien, vous avez cette fois-ci le mot, vous avez la chance d'avoir ce mot avec sa fonction en français. Donc, vous trouvez la fonction en français. Je répète, les fonctions françaises correspondent à des cas latins. Je vais vous les rappeler. Le nominatif correspond au sujet ou à l'attribut du sujet. Le génitif correspond au mot mis en apposition, ça veut dire à l'apostrophe, ça veut dire qu'un mot est mis en évidence avec une virgule, mis à part de la phrase. L'accusatif, on est sur le complément d'objet direct. Le génitif, c'est le complément du nom. Le datif, c'est un complément d'objet indirect, un complément d'objet second. Et l'ablatif, c'est le complément circonstanciel. Grâce à cette indication, à ces indications, vous pouvez maintenant traduire ces phrases. Vous regardez la statue du roi. Du roi est souligné. Eh bien, du roi, quelle est la fonction du roi? Sachant que du roi complète le sens de statue, je pense vous avoir donné une partie de la réponse. Vous pouvez donc trouver l'équivalence en latin, d'accord? Et vous mettrez la traduction roi en latin. Je pense même que c'est un nom qui est régulièrement donné à certains de nos amis de race canine. Je vous demanderai de ne pas faire l'exercice 6 que nous ferons ensemble quand nous reprendrons les cours. Je vous souhaite un bon courage pour cet exercice et vous dis à la prochaine fois pour ma prochaine vidéo et on parlera d'autres exercices et on verra d'autres choses toujours aussi intéressantes en latin. Bon courage. Au revoir.